Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre cours d'été. Donc, Connexion. la la huitième session, le module 8, qui sera ou portera sur les médias sociaux et politiques. Et je vais donc partager mon écran à ce que vous puissiez voir également ce que je suis en train de dire. Il y a quelques jolies diapositives. Et avant qu'on se lance directement dans le cours, un petit rappel pour celles qui n'ont pas encore eu le temps. Euh, j'ai l'impression de radoter un peu, mais on a au moins une quinzaine de personnes qui ont déjà répondu à l'enquête. Donc, si vous n'avez pas encore eu le temps, prenez-le. C'est même pas 10 minutes. Ça nous servira à mieux évaluer donc les besoins et les compétences dans ce qu'on fait ensemble. Ensuite, donc, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Ah oui, c'est juste le diapositive où donc justement aller pour l'enquête. Mais j'ai, comme indiqué la semaine dernière, j'ai également donc créé le Google Drive avec le moyen pour télécharger donc vos vidéos. Donc, dites-moi, je vois que c'est encore vide, mais faites-moi signe si vous avez du mal à télécharger votre vidéo sur l'exercice ou le devoir lié à la négociation. Et donc, je ferai de sorte à ce qu'on a tous un moyen pour communiquer. En ce qui concerne donc ce qu'on a fait la semaine dernière, nous avons donc vu le cours sur le module 7 porté sur la diplomatie numérique. Donc, on a beaucoup parlé de l'intelligence numérique et on a un peu regardé ça au sein de la politique et comment au mieux gérer donc cette ou ces nouvelles technologies. Et aujourd'hui, ce qu'on fera, c'est un peu piocher plus dans les détails sur les médias sociaux, parce que comme vous le savez, les médias sociaux sont le alpha et oméga dans la politique. C'est véritablement l'importance ici pour justement mener une campagne avec succès. On gardera un peu à travers quelques études de cas, quel donc l'état des lieux et comment vous pouvez au mieux euh, véritablement intégrer ça dans votre campagne. Il y a encore du bruit derrière, donc si vous voulez bien éteindre vos micros si vous ne parlez pas, ça serait génial. Merci. Euh, et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter trois parties. Déjà, l'impact des médias sociaux dans le discours des hommes politiques et femmes politiques, le rôle donc des médias sociaux dans toute forme d'activisme, et puis quelques considérations éthiques. À la fin, je dirais aussi quelques mots sur la régulation dans ce domaine, mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez mieux comprendre l'influence des médias sociaux et donc voir quels sont les pour et les contre quant à l'abus ou aussi à l'avantage de son utilisation. Mais comme moi, je parle beaucoup, mais j'aimerais bien que ça soit interactif. Je me suis dit, on fait une petite réflexion initiale ensemble. Et j'ai deux petites questions. Il ne faut pas que vous répondiez aux deux directement, mais choisissez en une. Je vous donne quelques minutes. Donc, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez, notamment comment ces médias sociaux ont changé aujourd'hui, euh, comment les politiciens communiquent, notamment avec les électeurs. Donc, c'est un petit exercice que j'aimerais bien faire, vu que vous, ou beaucoup d'entre vous, seront en train de mener des campagnes électorales. Et c'est très, très important de songer à ce point-là. Et deuxièmement,
quelles sont les conséquences négatives et positives lors de cette communication. Si vous menez une campagne, quel impact peut une campagne de communication à travers ces réseaux avoir pour vous? Donc, je prends donc un peu de recul ici et je vous laisse la parole, celle qui aimerait bien dire quelques mots sur justement une ou ces deux questions-là. Donc, d'après vous, comment les médias sociaux ont-ils changé la donne, c'est-à-dire le domaine politique aujourd'hui? Et peu importe si c'est chez vous en Guinée, si c'est en Europe, en Asie ou aux États-Unis, prenez peut-être une petite étude de cas et discutez avec moi et avec notre cours ce que vous en pensez. Et pas tout en même temps, parce que sinon c'est la cacophonie. Non, qui veut se lancer? Donc, d'après vous, avez-vous quelques idées comment les politiciens, hommes et femmes, utilisent les médias sociaux? Vous voyez, par exemple, sur cette image, il y a le président français, Macron, et donc on voit donc plusieurs politiciens. Donc, d'après vous, est-ce que c'est bien d'être sur ces plateformes en tant que politicien? Oui ou non? Quelques idées, quelques remarques? Non, tout le monde est en train de travailler, de marcher, de faire autre chose. Pas bien grave. Euh, donc, euh, on y reviendra dans un petit instant. Deux petits mots peut-être. Bien évidemment, les politiciens ont véritablement engendré des campagnes à travers ces médias et donc ces réseaux. Et c'est pas toujours pour le mieux parce que, comme vous savez, il peut y avoir des campagnes de désinformation, mais ça ouvre aussi euh, la voie pour des communautés et aussi des voix qui sont moins entendues ou des personnes et groupes qui sont un peu moins visibles. Et donc, à travers donc, ces réseaux, on arrive à mieux aussi intégrer quelques-unes ou quelques-uns de ces groupes ou individus. Donc, mais comme je vous ai dit, partons donc sur quelques éléments clés ici. Quel est le rôle ou l'impact de ces médias, notamment à travers le discours politique? Et ici, il faudra en tenir compte de deux choses. C'est tout d'abord, il y a une nouvelle dynamique. Comme vous le savez très bien, dans une campagne électorale, par exemple, les hommes politiques et femmes politiques souvent étaient sur place. Et ça, je pense, c'est toujours le temps réel et le présentiel demeure toujours le point le plus important parce que la interconnexion et les interactions humaines comptent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tandis que le monde virtuel n'arrive pas à véritablement remplacer cela. Mais il est en directe compétition avec donc ce mode d'interaction parce qu'il facilite forcément, comme je vous ai dit, l'accès de groupes ou de personnes
qui sont difficiles à joindre, notamment lorsqu'on parle de campagne rurale où il y a un accès difficile. Prenez par exemple la Guinée ou encore un pays si vaste que l'Australie où le fameux bush, c'est-à-dire la forêt et le hinterland est souvent difficile à atteindre en voiture. Souvent, des fois, il faut d'autres moyens où ça prend un temps énorme. Et donc, à travers ces plateformes, tout politicien peut donc informer et communiquer avec sa base. Et donc, ce qui est vraiment important ici, c'est les citoyens, grâce au message direct, peuvent également rentrer en communication. Donc, ce n'est pas un discours où c'est une seule voix, mais c'est vraiment un échange. Et donc, ça, c'est très, très important à rappeler. Deuxièmement, donc, ça mène aussi à la démocratisation de l'information. Donc, les médias sociaux, même si on parle souvent des risques et des problèmes, peuvent également créer un poids pour l'opposition, c'est-à-dire on peut diminuer l'influence des médias, donc, et notamment lorsqu'on a un paysage médiatique qui a plutôt un penchant d'être pour le gouvernement et qui n'est pas le quatrième pied en train de surveiller la démocratie ou les institutions politiques. Donc, à travers, peu importe si c'est Facebook, si c'est X ou Instagram, il peut avoir donc une mobilisation en masse et d'un plus grand public. Bien évidemment, ça nécessite un engagement et un réseau où les gens peuvent participer. S'il y a seulement une élite ou très peu de gens qui ont accès à ces technologies, bien évidemment, cela est problématique et pose un grave problème. Voici trois petits exemples que j'aimerais bien mentionner. Vous vous souvenez de la campagne de Barack Obama en 2008, par exemple, où son utilisation très, très efficace donc, de ces plateformes a vraiment amené les jeunes électeurs à revenir dans le processus et à s'engager dans le processus politique et électoral. Et donc ça menait donc c'était aussi le cas par exemple en France avec l'élection du président Macron il y a quelques années, mais un contre-exemple aussi donc de la campagne de Trump. Donc c'est là où en 2016, parce que Trump, c'était une blague au début pour sa candidature. Il n'était pas sûr de vouloir candidater et donc il a utilisé les médias sociaux qui étaient gratuits et plus ou moins, hein, c'est-à-dire on peut payer pour un service pour être promu dans le système, mais on pourra y revenir tout à l'heure. Mais donc ici, la création d'un nouveau pilier médiatique et ça peut certainement, comme je vous ai dit tout à l'heure, rassurer l'électorat, mais ça vient aussi avec quelques dangers et des inconvénients. Et donc, ce qui est aussi important à noter, c'est vraiment les réactions en temps réel. Si vous avez une élection ou si vous avez un discours politique, par exemple, si un président s'adresse à la nation, il y a tous les journalistes et ou personnes privées qui peuvent s'y mettre et qui peuvent se lancer à travers des commentaires sur ces réseaux. Et ça nous aide forcément à être toujours branchés, à toujours avoir la dernière information sur ces questions-là. Mais le contre de cet engagement sans arrêt, ce fait d'être branché sans pause,
se manifeste aussi dans un manque d'une réflexion un peu plus profonde. Mais bon, ça c'est, on ne peut pas avoir les deux, mais il faut au moins le mentionner ici. Les avantages, encore une fois, c'est notamment un engagement des couches et des groupes sociaux, comme par exemple des jeunes, parce que les jeunes, comme vous le savez, moi, j'ai eu mon premier portable, j'avais presque 30 ans, donc moi, je suis un dinosaure. Et donc, mais aujourd'hui, les jeunes, d'un très jeune âge, il y a même des gouvernements et des pays qui veulent interdire l'utilisation des portables avant un certain âge, ce qui est donc discutable. Et ça vaut une discussion publique sur les effets donc, de ces technologies. Et, mais c'est aussi plus facile à sensibiliser les jeunes ou les gens à travers donc, les fameux hashtags parce qu'on retrouve l'information plus facilement si on s'y connaît. Et donc, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, ça crée, au-delà du quatrième pilier, ça crée une nouvelle plateforme ou un nouvel espace pour justement sauvegarder, surveiller nos institutions politiques. Et c'est important ici, si par exemple on a un scandale ou un problème qui apparaît, on peut l'augmenter et le rendre plus rapidement visible au grand public. Et donc ça, c'est très, très, très joli et c'est aussi risqué dans le sens où si une désinformation, une mésinformation circule, ça peut bien évidemment créer des paniques ou des réponses, des réactions qui sont un peu hors de l'ordinaire et ça peut aussi causer des problèmes d'ordre public, si vous voyez. Par exemple, je cite un exemple, rien à voir avec la politique, mais avec le commerce plutôt. À New York, il y avait quelqu'un qui avait mis sur, je pense que c'était X ou Facebook, un des deux, comme quoi dans la fameuse place ou square du Times Square, euh, il y aura le Xbox, donc une de ces technologies de jeu gratuite. Et donc tout le monde, dans moins d'un quart d'heure, tout le monde s'est lancé sur sur cet endroit et il y avait même des bagarres et tout le monde croyait qu'il y avait des Xbox gratuites et donc, il y avait même après les forces de l'ordre qui ont dû intervenir parce il y avait des bagarres et la foule qui s'agitait autour de cela. Donc, vous voyez quel impact on peut avoir à travers ces médias. Euh, Bien évidemment, les désavantages ou les risques, comme je vous ai dit tout à l'heure, existent également. Et il y a par exemple les fake news, donc la désinformation est réelle et donc on arrive facilement à propager des idées fausses et donc pour rectifier ces informations, c'est très très difficile. Donc on arrive à facilement aussi manipuler l'opinion publique et donc si on regarde un peu les cas qui sont un peu plus polarisés ou à l'extrême, c'est vraiment aussi un moyen pour très rapidement disséminer des discours haineux. Et donc, vous savez sans doute, si vous avez vos amis ou vos groupes sur Instagram, Facebook ou autres, ou même WhatsApp, souvent on crée des chambres ou d'éco-chambres, c'est-à-dire on parle qu'à des gens qui ont le même avis et donc ça a une tendance à polariser
le discours et on ne reçoit pas forcément le contre-argument ou une discussion saine et sauve à travers je dirais, des opinions et des arguments un peu plus nuancés. Et donc, ça peut donc renforcer par conséquence des tensions et même des conflits. Mais bon, ça aussi, c'est une question de comment engendrer des conversations en ligne et comment faire de sorte à ce qu'il y ait un grand public euh, qui, euh, qui tient cher à ce qu'on vient de leur dire. Euh, Ici, encore une fois, j'aimerais vite mentionner quelques études de cas et après, je fais une petite pause s'il y a des questions ou commentaires. Donc, peut-être quelques-unes d'entre vous se sont encore mises sur donc, les questions que j'ai questions de réflexion que j'ai posées initialement. Et sinon, on partira à la suite avec le rôle des médias sociaux quant à l'activisme et afin de terminer sur quelques réflexions ou considérations éthiques. Euh, on est tous conscient sur le succès ou plutôt l'échec du printemps arabe. Le succès, c'était véritablement l'utilisation des deux grandes plateformes Facebook et Twitter à l'époque pour organiser des manifestations. Et c'est grâce à cette organisation-là que les jeunes et après la population générale d'un pays notamment en Égypte et en Tunisie, mais à travers le monde arabe, qu'ils ont pu très rapidement coordonner tout état de lieu donc dans les grandes capitales, mais aussi dans la périphérie. Donc, souvent, on arrivait, grâce aux technologies, à se mobiliser. On disait à 1 heure, tout le monde va se rencontrer à la place principale et non seulement dans la capitale, mais dans les grandes villes. Et d'un seul coup, c'est un peu comme les fameux flash mobs, donc ce rassemblement plutôt d'un niveau artistique, souvent peut-être aussi artistique et activisme dans les deux sens. Mais dans les années 80, ça s'est fait sans donc les portables. Et donc, ici, on a très bien vu et joliment vu comment l'organisation et la mobilisation des masses se font. Et donc, ça a forcément mené à la chute des autorités en Égypte et en Tunisie. Mais comme vous le savez très bien aujourd'hui, euh, en Égypte, on a à nouveau un président qui est un ancien militaire. Donc, c'est un régime assez autoritaire. Et en Tunisie, bien qu'il y avait des élections et donc une forme de démocratie assez fragile, le nouveau président est plutôt à une tendance autocratique et essaie donc de taire l'opposition. Donc, c'est un peu difficile. Et l'exemple que j'aimerais bien citer ici, aux États-Unis, en 2014, c'était donc à travers cette violence de la police et des forces de l'ordre, la mobilisation à travers le hashtag Black Lives Matter, donc pour justement sensibiliser non seulement cette catégorie ou ce groupe social aux États-Unis, mais la population générale. Et il y avait beaucoup de soutien à travers la société. Et ça a même mené à des réformes dans le secteur, des réformes policières. Et il y a beaucoup plus de discussions publiques. Donc, on a réussi à sensibiliser l'opinion générale et le public. Mais c'est vrai, il y a encore beaucoup de pain sur la planche.
et c'est difficile. Vous voyez, ça ferait presque un an, une décennie que ce mouvement continue à gérer donc des débats publics. C'est vrai que on ne change pas au jour au lendemain une société, une culture. Et c'est vrai que les contrepoids en société américaine, comme par exemple la National Rifle Association, la NRA, ce qui est l'Association nationale des fusils, a encore un poids extrême et énorme dans le lobbying, malgré un scandale qui a touché au cœur de l'élite et du leadership. Et c'est difficile à changer donc les mêmes mœurs au sein des syndicats policiers, c'est-à-dire ils sont une très très grande puissance et là encore la réponse, et cela vous mène à vos propres campagnes, la réponse de la police à travers aussi les syndicats était donc Blue Lives Matter. Donc, les vies en bleu comptent aussi. Et donc, pour beaucoup entre ceux qui ont vraiment soutenu les Black Lives Matter, les Blue Lives Matter, euh, donc les vies en bleu comptent aussi, était un peu une réponse raciste. Et donc, vous voyez déjà cette polarisation et ça mène pas à une réforme qui est donc organique et qui vient de l'intérieur et qui peut changer donc la donne sur place. Donc, je m'arrête ici pendant 2-3 minutes. Y a-t-il des questions ou des commentaires jusqu'à présent? Peut-être des anecdotes dans votre propre vie qui intègrent donc les médias sociaux, les réseaux et plateformes à travers votre vie avec un aspect politique, je dirais. Je veux dire par cela non politique dans le sens propre, si vous ne menez pas de campagne politique, mais plutôt politique au sens de est-ce que ça a un impact sur votre communauté ou est-ce que le projet avait des ramifications qui étaient autres que seulement vous et votre famille. Donc, si on partage des photos sur Facebook ou Instagram, souvent c'est la famille avec laquelle on partage cela, ce qui est génial, mais ça n'a pas forcément un impact sur la communauté. Et donc, il y a beaucoup plus d'exemples où là, c'est le cas. Donc, j'attends quelques minutes pour voir s'il y a des réponses ou questions, commentaires. Tout le monde semble... Bien, allez-y. Et ça tout. Vous m'entendez? Ça coupe un peu. Allez-y. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ça, c'est un peu mieux. Oui. OK. Ah, Donc, ça, je c'est bien disais, là. Oui, c'est parfait. Merci. voilà, je disais que nous, chez nous, ici également, il y a eu vraiment des cas de mobilisation par les réseaux sociaux. Par exemple, il y a eu un mouvement d'activistes. Je pense que dès 2017, si je n'ai pas oublié, ils ont beaucoup usé des réseaux sociaux pour faire de la mobilisation. Et ça, c'était le FNDC. Voilà, c'était le Front contre la Constitution, en tout cas la nouvelle Constitution. J'ai oublié le terme exact du front, le Oui. FNDC. Et donc, c'était des jeunes qui ont pris les réseaux sociaux en otage. Donc, c'était un mouvement de contestation contre le régime d'Alpha Condé. Et Mhm. c'est vraiment à travers les réseaux sociaux qu'ils sont parvenus à se faire connaître, mais surtout à engager la mobilisation.
Donc ça déjà, Bien. voilà. Donc il y a eu des mobilisations et il y a eu plusieurs manifestations. Et ils sont même parvenus à faire des journées vraiment de ville morte. À travers les réseaux sociaux, leur voix passait. Et ça, les réseaux sociaux ont un véritable impact chez nous ici parce que ça fait que les régimes, comme ils ont compris que ça a un impact sur la population, des fois, il y a des coupures d'Internet sur plusieurs jours. Voilà. Sur plusieurs jours, on peut rester, il n'y a pas de réseaux sociaux, Facebook est fermé. Nous sommes obligés de passer par les VPN pour pouvoir nous connecter sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour vous dire que politiquement, Facebook, surtout, a un véritable impact pour rassembler, en tout cas, faire partager des idées jusqu'à la mobilisation sur le terrain. Donc, voici un exemple que je partage. Mais par contre, ce qui est en train d'arriver depuis, ça commence à s'essouffler. Ça commence à, voilà, ça commence, la mobilisation sur les réseaux sociaux, ça commence vraiment à diminuer. Donc, Et vous voilà. croyez donc que les gens soient au bout du souffle, d'après vous, Oui, ça vient d'où? les gens sont au bout du souffle parce que ils ont compris d'une part que malgré qu'ils font ça, ils n'ont pas de réponse concrète. Leur état ne change pas, pratiquement. D'accord. Voilà, donc, voilà, personnellement, les gens ne voient pas de changement effectif dans leur vie. Donc, D'accord. voilà, donc ça fait que les mobilisations commencent à s'essouffler maintenant, même s'ils font des appels, le même groupe d'activistes, même s'ils font des appels à manifestation, ça ne suit plus comme avant. Ça s'est essoufflé. Oui, je vois. Voilà. Et merci d'avoir partagé cette expérience et ce cas d'étude. Et je pense ça nous montre aussi que à travers tous ces exemples, on arrive vite à mobiliser, mais si on n'a pas une feuille de route, donc cette stratégie, vous vous souvenez de l'année dernière lorsque j'étais en Guinée pour la première fois et on faisait les ateliers ensemble, euh, je vous ai dit qu'il faut toujours avoir cette stratégie et cette feuille de route qui mène à un objectif ou un but concret. Et souvent, ce qui arrive avec ces grandes mobilisations, euh, les gens s'en lassent parce qu'ils ne voient pas directement les résultats au niveau macro. On parlait de macroéconomie au début du cours d'été. Donc là, c'est un peu pareil. Au niveau des macro-politiques, c'est un peu problématique, mais il se peut, je parlais tout à l'heure de démocratisation des réseaux, et ce qui est important ici, et vous vous souvenez sans doute aussi sur le cours de l'intelligence numérique et le Bitcoin notamment, qui a une décentralisation du web, le web 3.0 ou le web 3. Et je pense ce que beaucoup d'activistes n'ont pas encore compris ou appris, c'est de mobiliser à travers des échantillons et des groupes et des acteurs qui sont un peu plus restreints. C'est vrai qu'on perd d'efficacité si on arrive à mobiliser toute la nation, mais si on n'arrive pas à réformer le système, les gens vont se dire, oui, je sors une fois, deux fois, trois fois, et après, je m'en lasse parce que j'ai d'autres choses à faire. Et donc, ça, c'est un joli exemple que vous avez mentionné. Je vois que la secrétaire a la main levée aussi, mais avant, je voyais aussi que Kesso avait sa main. Kesso, vous voulez parler avant? Vous l'avez toujours ou on donne la parole à la secrétaire? Ok. Allô? Oui,
So, Ok, donnez la parole à la secrétaire parce que ce que je voulais dire, c'est ce que Aji a dit. D'accord, ok, pas de problème. J'ai vu Ouais. ça tout à l'heure. Je veux justement vérifier à ce que tout le monde puisse partager ses idées et ses commentaires. Merci. Allez-y, la secrétaire. Bonjour professeur, bonjour à toutes. Alors, mon nom c'est Kadia Toussako, c'est juste que sur, je pense, mon nom sur Zoom, ça sort comme ça, c'est Kadia Toussako. Voilà. Pas de problème. Adieu. Ok. Alors, moi, je voulais en renchérir sur ce que Adji avait dit, mais pas vraiment sur la politique telle que réellement étatique. Mais aussi, je voulais ajouter que les réseaux sociaux ont vraiment eu un impact, par exemple, en Guinée, sur les violences basées sur le genre, parce que c'était vraiment un moment, un hashtag qui a été galvanisé par les réseaux sociaux. Il y avait même des jeunes filles et des jeunes garçons qui faisaient des petits montages de petites vidéos de sensibilisation qu'on mettait sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qui ont beaucoup vraiment pu nous aider avec ces cas-là. Parce que je pense, à partir de 2013 jusqu'à maintenant, ça a vraiment eu de l'ampleur vers 2021-2022. Les gens savaient de quoi il s'agissait, mais on ne savait vraiment pas l'ampleur. Mais après que les réseaux sociaux, l'avènement des réseaux sociaux, surtout en Guinée, les gens, ils ont eu le courage de raconter leurs histoires, par exemple. De dire que oui, moi, j'ai été victime de ça, par exemple, de l'excision ou bien des violences maritales ou bien, disons, du viol tout court. Donc, ce hashtag des violences basées sur le genre a vraiment aidé à ce que les femmes puissent avoir la voix et même des hommes aussi qui étaient là pour aider les femmes pour qu'on puisse connaître ces mots et essayer d'éradiquer. Ça a beaucoup aidé. Voilà, ça, c'était vraiment la partie positive des réseaux sociaux sur les hashtags. Mais malencontreusement aussi, dernièrement, il y a des problèmes qui commencent à ressortir. C'est ce que la vie privée des uns et des autres est vraiment menacée sur les réseaux sociaux. Par exemple, la dernière fois qu'il y a eu ces coupures, que chaque fois qu'il y a des manifestations ou après le coup d'État qui a eu lieu et que la Guilab a été hackée, par exemple, et l'aéroport aussi a eu des problèmes. Donc, il y a disons, des hackers qui ont vraiment essayé de nuire à la vie de plusieurs personnalités sur les réseaux sociaux parce que c'était des vidéos, disons des sextapes, des vidéos qui ont été mises sur la plateforme que pratiquement toute la Guinée, je ne pense pas qu'il y a une personne ici dans la capitale qui n'a pas eu accès à ces vidéos. Donc, le fait que tout le monde ait accès, qu'on puisse dire tout ce qu'on veut sur la toile ou que les leaders puissent venir interagir avec le peuple, oui, c'est bien, les hashtags, c'est bien parce que ça aide beaucoup la population. Mais aussi, il y a ce côté néfaste qui ressort parce qu'une fois que tu as vraiment ta vie privée exposée d'une sorte par des malfaiteurs qui veulent te faire du mal, parce qu'il y a des gens, c'était vraiment pas eux sur la photo, ils ont juste fait une propagande pour dire que c'était la personne, pour essayer de nuire à la personne. Ça devient vraiment un danger public qu'il faudrait essayer de revoir. Voilà, donc moi, c'est un peu ça que j'avais à rajouter. Merci bien, Kadiatou. C'est deux exemples clés et excellents pour mieux comprendre. Et je pense ce que vous voyez sur donc, les questions du genre, c'est phénoménal. Le fait que, je dirais, le monde virtuel, c'est un peu comme un foulard ou une couche de protection parce qu'on arrive mieux à s'exprimer parce qu'on ne doit pas le faire directement devant un être humain en présentiel. Mais comme vous avez dit, le problème est donc lié à la vie privée. Donc, le problème, c'est si après
des désinformations ou une polarisation à cause des discours haineux peuvent donc contribuer à des tensions et des conflits. Et on verra ça tout à l'heure dans les questions de régulation un peu plus tard. Que doit-on faire pour éviter cela? Et il y a beaucoup de choses à faire, mais chaque utilisateur peut déjà dorénavant s'engager pour à ce que cela ne se traduit pas en haine et violence. Je vois que Kesso a sa main maintenant levée. Allez-y. Ok, je voulais ajouter quelque chose sur Oui. ce que Adji a dit à propos de FNDC. Actuellement, même c'est viral parce qu'il y a 2 membres du FNDC qui ont été kidnappés. Maintenant, l'État a démenti, dire que ce n'est pas eux qui ont kidnappé, comme on appelle les 2 là. Maintenant, ils ont fait beaucoup de mobilisations sur les réseaux sociaux. Ils ont même fait des manifestations à Paris. Et ici encore, ils ont programmé des manifestations pour la libération de ces 2-là. Mais tous les jours que vous vous connectez sur les réseaux sociaux, vous allez voir les informations sur les 2-là. Actuellement, les gens sont vraiment mobilisés. Ils tiennent compte, coûte que l'État les libère parce qu'ils se disent que c'est l'État qui les a kidnappés. Mais l'État a démenti en disant que ce n'est pas eux. Et actuellement, c'est un problème qui est viral en Guinée. Ouais. Sur les réseaux sociaux, je voulais dire. Oui, oui, bien sûr. Et ça, c'est encore une fois l'engagement donc des autorités publiques pour le bien et ou pour le pire aussi. C'est-à-dire, si on a un régime, par exemple, prenez la Chine ou même aux États-Unis, un pays démocratique où le leader Trump n'acceptait, donc l'ancien président, n'acceptait pas l'opposition et il y a eu une litigation, donc on est allé devant les tribunaux. Il y a un fameux institut à l'université de Columbia qui a donc mené un procès contre Trump parce que Trump avait bloqué un utilisateur et Trump était président à l'époque et il a utilisé sa plateforme de X, à l'époque Twitter, pour promouvoir donc de la législation, des discours officiels et donc dans leur situation litigieuse, ils ont constaté que le président n'avait pas le droit de bloquer un utilisateur justement pour éviter à ce que l'opposition puisse s'exprimer à travers cette plateforme. Une autre remarque ou question? Oui, Allez-y. Professeur Arnaud, en fait, je ne vous ai pas dit la cause de leur kidnapping. Le Oui. FNDC, en fait, est là pour le retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, il demande que le président de la transition organise les élections d'ici 2025. Maintenant, le fait qu'on n'a jusque-là pas commencé la procédure, c'est ce qui fait que le FNDC n'est pas content. Ils ont dit qu'ils vont gréver. Maintenant, avant, ils ont programmé la grève. Maintenant, avant qu'ils commencent la grève, ils les ont kidnappés pour les empêcher de faire la mobilisation des autres. C'est un peu ça la cause de leur kidnapping. Oui. C'est ce qu'on dit, mais on ne sait pas réellement est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, parce que rien n'est clair jusque-là. Oui, et ça, c'est comme je vous ai dit, à travers l'exemple du gouvernement, de l'ancien gouvernement aux États-Unis, si ces plateformes servent pour taire un autre discours, parce que le premier amendement de la Constitution américaine vous donne
le droit d'expression. Et ce droit est donc un droit constitutionnel. Et, et véritablement, on a le droit de s'exprimer. Et la définition donc d'un discours haineux est encore une autre question à débattre, notamment aux États-Unis, mais dans d'autres pays aussi. Et tandis que, par exemple, aux États-Unis, on a une définition assez large, ce qu'on peut dire à travers des plateformes publiques. Euh, L'Allemagne, par exemple, vu son passé avec la Shoah et le régime nazi, est très, très restreint en ce qui concerne donc l'expression ou le droit d'expression à travers des plateformes publiques et la définition de discours haineux est beaucoup plus définie et restreint parce que les autorités publiques voulaient justement faire face à ce problème. Je vous donne un exemple concret. Le salut nazi, donc avec la main, on n'a pas le droit de le faire. On peut recevoir une amende en Allemagne, tandis qu'aux États-Unis, on a le droit de saluer tant qu'on veut. Et donc, les néo-nazis, les fascistes en Allemagne, ont donc trouvé un recours pour toutefois toujours faire ce salut au lieu d'avoir la main tout étendue. Ils font la même salutation, sauf qu'ils prennent 3 doigts. Donc, c'est pas c'est pas la même salutation. Et la figure 3 avec les doigts figure donc le Troisième Reich. Et donc vous voyez un peu comment on peut circonvaincre toutes sortes de législations. Mais donc, on va, comme on a toujours trop peu de temps, trop de questions, mais je suis absolument ravi que vous ayez partagé vos commentaires et vos impressions sur la situation actuelle dans votre pays. J'aimerais bien dire 2, 3 mots sur donc, les réseaux sociaux et l'activisme. Donc, et c'est un peu déjà chose faite lorsqu'on venait d'en parler tout à l'heure. Euh, ces réseaux et ces plateformes nous aident véritablement à coordonner toute forme d'action, notamment des protestations. Et avec donc ces fameux hashtags, on arrive à faire des campagnes, à mener des campagnes qui peuvent avoir un caractère viral sur Internet. Et donc ça, par exemple, on parlait la semaine dernière du fameux MeToo ou Balance ton porc en France. Et donc ça, c'est très important. C'est très, très important. Et le deuxième point à mentionner ici, c'est qu'on arrive véritablement, comme j'ai dit auparavant, d'accentuer la visibilité et la voix aux sans-voix et ceux qui n'ont moins de visibilité que d'autres. Et donc, on arrive mieux à amplifier donc, des problèmes politiques, culturels, ethniques ou sociaux à travers donc, le pays ou d'une communauté spécifique. Et on arrive à mobiliser la scène internationale. Et je pense un des événements clés était au Nigeria, où les SARS, c'est pas la pandémie qui a précédé le Covid, et donc pas pas la grippe aviaire, mais SARS, c'est l'acronyme pour des forces spéciales au Nigeria et qui avait un peu torturé et harcelé tout segment de la population. Et les activistes et les gens sur place avaient donc fait référence au Black Lives Matter pour justement attirer l'attention publique internationale sur ces violations des droits de l'homme au sein de leur propre pays à travers des forces de l'ordre, une équipe donc
d'élite, de force spéciale. Et donc ça, c'est des choses qui sont très, très importantes. Et je vous invite à véritablement faire une petite réflexion là-dessus, comment vous-même, dans vos propres communautés, comment pouvez-vous utiliser ces plateformes pour mieux attirer l'attention à une certaine cause ou une autre. Bien évidemment, Kailatou l'avait dit tout à l'heure, avec les considérations éthiques, on a le problème du respect de la vie privée. Normalement, on devrait respecter nos sphères privées, mais bien évidemment, on a des cas où, grâce à une mobilisation et une sensibilisation, il y a aussi une réaction farouche qui mène à des tensions et des conflits. Mais si on parle encore une fois des grandes entreprises transnationales, notamment dans le domaine des technologies, ici, on a cette récolte de coordonnées et d'informations et données personnelles qui donc mène vite à une surveillance de profils et des utilisateurs, non seulement pour des campagnes de publicité, donc ça redevient une méthode pour faire fonctionner le commerce et l'engrenage capitaliste, si vous voulez, mais ça peut également être utilisé. On parlait des problèmes de santé publique et notamment donc de la pandémie et comment des gouvernements comme par exemple au Singapour, Malaisie et en Chine, les autorités ont utilisé donc les technologies pour mieux surveiller leurs citoyens, ce qui est problématique si ça devient une forme de répression ou d'oppression donc de certaines couches. Et bien évidemment, les questions de manipulation et d'ingérence, comme par exemple les fameux agents russes qui, à travers leurs faux profils sur des plateformes, infiltrent donc des réseaux nationaux à l'étranger pour affecter le cours d'une élection ou une période de préélection et donc bien évidemment non seulement des agents donc qui le font et qui sont des êtres humains, mais aussi grâce à la technologie et l'intelligence artificielle, on a maintenant des bots qui font ça de manière automatisée, ce qui pose véritablement de grands problèmes pour les autorités à travers faire le tri. Qui a le droit d'être un utilisateur? Devrait-on bloquer certains utilisateurs? Et donc, c'est un libre champ. Et ça me mène au dernier point sur la régulation et autorégulation. Et bien évidemment, en Europe, il y a des politiques et surtout des lois qui sont en faveur donc, de la protection des données personnelles. Elles sont beaucoup plus avancées qu'aux États-Unis, par exemple. Et c'est important parce que ça montre que les politiques et les politiciens sont véritablement à l'écoute donc de l'électorat et de la société privée, et c'est-à-dire Est-ce que tous les micros sont coupés? Le cours n'est pas fini. beaucoup beaucoup des leaders donc en Europe et ailleurs ont sensé que il est nécessaire donc justement de protéger cela. Mais dernièrement, c'est aussi la responsabilité de l'utilisateur même, vous, moi et tout le monde qui s'engage dans ces plateformes, de vraiment être critique. On parlait de intelligence numérique, surtout la littératie numérique. Faut savoir qu'est-ce qu'un bot, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui peut signaler qu'il y a des informations, méinformations. Et donc,
et de bien pouvoir vérifier les sources qu'on trouve en ligne. Et il y a beaucoup de journalistes, notamment en campagne électorale, qui mettent des petites vidéos en ligne pour justement montrer aux utilisateurs quel constitue un post ou un tweet qui est vérifiable, qui présente des faits, ou quel tweet ou post représente donc une menace ou une désinformation et qui doit être donc bloqué ou enlevé du fameux feed qu'on reçoit donc tous les jours. Donc ça, c'était un peu mes grandes lignes que je voulais aboutir avec vous aujourd'hui. Donc, encore une fois, pour en terminer, c'est les réseaux sociaux et plateformes ont un impact significatif sur les discours en politique. Et j'étais ravi de voir que vous avez présenté quelques exemples et cas d'études au sein de votre propre pays. Et les grands défis et challenges à surmonter en ce qui concerne donc la régulation et les lois, c'est vraiment la vie privée et surtout comment faire face à cette manipulation des informations et comment faire au mieux à ce que le processus politique continue d'une manière démocratique et transparente. Et avant de terminer, peut-être on pourra se lancer sur quelques questions ici. Pour le devoir, cette semaine, je mettrai d'autres questions du même ordre en ligne et je vous enverrai un petit texto sur WhatsApp. Mais une des grandes questions à réfléchir, et on a encore quelques minutes si vous voulez y répondre, donc, quel impact des médias sociaux et sont-elles réellement en train de démocratiser notre discours politique ou il y a-t-il des exemples que cette démocratisation a été améliorée ou détériorée à cause donc, des médias sociaux? Et pour celles qui sont un peu plus, où on vend en poupe en termes de technologie, on pourra se demander aussi une interrogation sur le rôle des algorithmes dans la formation donc, des idées politiques et des discours et comment nous, les utilisateurs, peut-on donc atténuer les effets négatifs et notamment les éco-chambres dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, avec cela, j'ouvre le débat et j'ai aussi une feuille ou un diapositive avec quelques idées pour aller plus loin. Je n'ai pas mis les liens parce que c'est de la lecture un peu en anglais. Mais si vous les voulez, volontiers, je les mettrai aussi en ligne sur notre plateforme ou à travers WhatsApp. Donc, je laisse ces questions ouvertes et vous pouvez y répondre dans quelques minutes encore ou on pourra également le référer à plus tard où j'aurai une ou deux questions qui sont liées à ces questions ici. Mais si vous avez un autre commentaire, qui est relatif au cours ou associé à ce qu'on vient de voir ensemble là tout à l'heure, allez-y. Je suis à l'écoute. Y a-t-il d'autres commentaires ou des questions? Ou après ce barrage d'informations virtuelles et audiovisuelles, vous êtes épuisé? Allez-y, Aïssatou. Je vous écoute. Vous m'entendez? Oui, c'est bien. Allez-y. D'accord. Donc déjà, je vais répondre à la première question. Les médias sociaux ont-ils réellement démocratisé le discours politique? Moi, je dirais que oui. Ça a beaucoup démocratisé
le discours politique, surtout même chez nous ici en Guinée, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut donner son opinion sur la politique en Guinée. Tout le monde peut donner son opinion. Donc, il y a des groupes de discussion qui sont créés sur les réseaux sociaux. Il y a des forums qui sont créés sur les réseaux sociaux. Il y a des pages pour parler de démocratie politique. Donc, ça a beaucoup démocratisé. Et également, on a constaté que vraiment, s'il y a, par exemple, on va dire au niveau de quelque chose qui vraiment fait du mal à la population. Par exemple, le prix, je vais prendre par exemple au niveau de la desserte d'électricité en Guinée, ça fait beaucoup de discours en ligne. Et petit à petit, voilà, petit à petit, grâce à la communauté Facebook, les choses sont en train de s'améliorer parce que tous les jours, les gens en parlent, les gens en discutent et tout. Donc, et ça fait même que aujourd'hui, on voit que même les ministères, les directions ont leur page Facebook. Des fois, les gens peuvent les interpeller directement par rapport à une difficulté qu'ils ont. Donc, il y a beaucoup de démocratisation du discours politique grâce aux médias sociaux quand même. Ça s'est amélioré. Et la dernière en date que moi, j'ai beaucoup appréciée, par exemple, c'est au Kenya, où au Kenya, tout dernièrement, il y a eu énormément de problèmes contre la vie chère. Et il y a eu des activistes, il y a eu des choses. Et finalement, c'est le président même, avec Twitter ou X maintenant, qui a pu discuter avec certains activistes sur les médias sociaux pour trouver la solution à la cherté de la vie. Donc, ça fait vraiment qu'avec les médias sociaux, il n'y a plus vraiment de grand fossé entre la population et les autorités publiques. Donc, je pense que ça a vraiment démocratisé le discours politique et tout politicien ne devrait pas, devrait en tout cas être ouvert aux médias sociaux. C'est mon avis. Merci. Merci bien. Donc ça, c'était encore des excellents exemples qui soulignent par contre que c'est une utilisation responsable et vraiment constructive pour faire face. Donc, on signale qu'il y a problème parce que souvent, il y a des canaux ou des chaînes de communication qui ne fonctionnent pas. C'est le président ou le leader qui est dans sa petite bulle. Et vous avez très bien montré que grâce à ces différentes plateformes, on arrive à mobiliser, mais il y a mobilisation responsable et ensuite réponse ou réaction responsable et constructive. Je pense que la prochaine, c'était Kadiatou qui voulait parler. Et puis Kesso. Oui, professeur, écoutez, moi, j'avais juste une question parce que je vous ai Oui, entendu parler d'algorithmes. Donc, oui. je ne sais pas quel est vraiment son impact en politique. Donc, moi, c'est en fait juste une question que je voulais Oui, poser. parfait, parfait, merci. C'est une très, très bonne question et je vais y répondre brièvement. Donc, vous savez très bien, je vais prendre un exemple tout banal qui n'est pas forcément de la politique, mais on peut facilement transférer à des questions politiques. Donc, si vous avez votre feed, les messages qui viennent sur, par exemple, Facebook ou Instagram, il y a des milliers de messages. Vous pouvez créer un filtre qui dit que je veux seulement des messages de mes 3 potes et c'est tout, mes 3 amis et 3 membres de la famille. Mais si OK. on n'installe pas un filtre, ça veut dire que vous recevrez un barrage d'informations. Et un algorithme, ici, dans ce cas-là, il fait le tri grâce à votre information que vous avez mis, donc les fameux cookies sur le web, que vous avez mis selon vos préférences. Si vous aimez les chats et vous regardez beaucoup de photos de chats, il se peut que sur votre feed Instagram, il y aura donc des pubs et donc d'autres feed et donc d'autres détails et informations sur ces grandes questions-là. Et donc,
donc c'est la personne qui a fait créer cet algorithme, donc c'est la grande boîte technologique, peu importe si c'est Meta, si c'est Google ou autre, ou X, ils ont un pouvoir énorme et gravissime sur ce qu'un utilisateur reçoit dans sa boîte. Donc, on a nous-mêmes une responsabilité, on peut créer nos filtres, mais à la fin de la journée, c'est au fait cette boîte gigantesque de technologie qui a une responsabilité énorme sur ce qu'elle peut ou ne peut pas nous présenter. Et c'est ça, c'était la critique de Trump, donc de la campagne de l'ancien président. Il a dit que les médias sociaux sont plutôt polarisés ou ont se penchent vers les voies plus progressistes et libérales au lieu de laisser des conservateurs également un peu plus de champ libre dans le discours. Et voyez que ici, et c'est pour ça maintenant, comme c'est Elon Musk, le nouveau PDG donc, de X, ça a beaucoup changé en termes de discours sur la plateforme, mais donc un grand débat à suivre. Et donc, c'était ça à travers les algorithmes. Donc, ça fait partie de la littératie numérique. Faut être conscient que ce que vous recevez dans votre boîte ou sur votre écran, c'est manipulé à travers ces grandes entreprises technologiques. Et faut en être conscient. Et les grandes entreprises, si on leur paye, par exemple, à travers des campagnes de publication et de pub, on arrive mieux à engendrer de la visibilité. Et ça encore, même si on parlait de démocratisation tout à l'heure, que des voix invisibles peuvent être beaucoup plus vues ou beaucoup plus entendues à travers le grand public. C'est vrai et c'est faux en même temps parce que souvent, on arrive à mieux engendrer et à augmenter sa visibilité si on paye. Et donc, si c'est un service payant, ça devient très vite injuste d'une manière socio-économique. J'espère que ça répond un peu à la question. Merci. Oui, merci beaucoup. C'est bon, Super, merci. Oui. aucun problème. Et question, allez-y. Ok, professeur Arnold. Oui. Déjà, je voulais vous poser une question. Oui. Je dis, quel conseil que vous allez nous donner pour bien utiliser les réseaux sociaux, pour utiliser correctement et efficacement les réseaux sociaux, tout en protégeant nos vies de famille, quoi, nos vies privées? Ça, c'est une très, très bonne question, Kesso. Et, et on en parlait un peu la semaine dernière ou la semaine d'avant. Si vous avez une vie publique et vous avez à côté, bien évidemment, votre vie privée avec la famille et autres, et si pour la plupart des gens, ça ne se mêle pas trop parce qu'ils vont au boulot, ils font leur boulot et travaillent et rentrent chez eux, donc un seul compte privé, ça leur suffit pour partager leur avis parce qu'il n'y a pas enchevêtrement entre vie privée et publique. Dans votre cas et dans nos cas ici, comme on veut mener une carrière politique, il y a vraiment ces deux domaines qui se mêlent. Et comme je vous ai dit auparavant, la meilleure chose, c'est d'avoir un profil professionnel, c'est-à-dire pour l'institution, la campagne, l'organisation qu'on représente, et après avoir un profil privé qu'on partage avec un genre, un noyau dur, je dirais un groupe d'individus ou de gens qui sont très restreints auxquels on fait confiance. Moi, comme je suis dans la vie publique dans le sens où je suis professeur, je suis un phare public, mais je ne mène pas des campagnes électorales. Et donc, moi, je n'ai pas fait cette distinction entre ma vie privée et publique.
mais je conseillerais à toutes ici que vous le fassiez plus tôt que plus tard, parce que ça vous aidera notamment à aussi déclencher. Parce que si vous menez une campagne politique, souvent vous allez être attaqué et c'est donc vraiment, on s'enlise dans la boue et c'est souvent des campagnes qui sont très sales et on essaye de vraiment mettre un couteau dans le dos de l'adversaire ou de ceux qui sont en train de mener des campagnes alternatives. On voit ça aux États-Unis. C'est pas très sain. Et comme ça, au moins, à la fin de la journée, vous puissiez dire non, je regarde mon profil personnel avec les chats, mes photos de famille et de la plage, au lieu encore de lire une ligne comme quoi je suis con ou je suis pas capable de mener ceci ou cela parce qu'on a quelqu'un du camp adversaire ou du camp d'opposition qui mène de ces campagnes. Donc, je pense ça, c'est la première étape la plus simple. Après, deuxièmement, d'essayer, comme on a le droit de bloquer des bots et des gens qui sont peut-être qui ont un mépris envers votre campagne, s'il y a des discours haineux, de le reporter directement à la plateforme pour que ces gens-là puissent être bloqués directement. Donc ça, c'est 2, 3 petits conseils que vous puissiez mettre en place depuis aujourd'hui. Et je le conseillerais à toutes ici, notamment si vous voulez mener des campagnes publiques. J'espère que ça répond aussi un peu à votre question. Et si vous avez des difficultés à faire le tri entre privé et public, comme dans mon cas, peut-être la deuxième série de questions, interrogations que je vous proposerai, c'est à quel point veut-on polariser? Donc, voulez-vous polariser à votre campagne ou voulez-vous réussir des résultats? Donc, c'est toujours très difficile à réaliser parce que pour signaler une injustice ou un problème, il faut être polarisé. Il faut dire ça est faux, ça n'existe pas. Mais en même temps, pour sensibiliser, on peut aussi essayer des messages qui sont moins polarisants. Mais malheureusement, les algorithmes, on en revient ici, sont créés de sorte à ce qu'il y a une très forte réaction. On met quelque chose en ligne et on veut absolument une réaction parce que c'est grâce ou à cause de plutôt, à cause de ce besoin de l'être humain d'être aimé. Et on aime bien lorsqu'on voit sur son profil qu'il y a 1000 gens ou 1 million de gens qui ont réagi ou qui ont moins vu le tweet ou le message mis en ligne et un message choquant, positif ou négatif, normalement reçoit beaucoup plus d'attention. Donc ça encore, c'est aussi un difficile chemin à parcourir. Si vous ne créez pas un message choquant, vous ne risquez pas d'être vu à cause des algorithmes, mais si vous mettez un message moins choquant, ça peut également vous protéger et votre famille des attaques des gens qui sont véritablement polarisés. Donc, ça, encore une fois, une stratégie, comment mener sa campagne. Et je dirais ici, pour mieux sensibiliser, il faut avoir une base d'utilisateurs, un noyau d'utilisateurs qui vous suivent et qui, à travers leur réseau, créent et leur propre engagement sur ces réseaux,
crée l'effet boule de neige. Donc, ça, je pense, c'est beaucoup mieux. Par exemple, je viens de publier un article, c'était un article collectif où j'ai écrit une partie sur l'engagement en Allemagne, vu que j'ai grandi en Allemagne, sur donc l'expression ou le droit d'expression dans l'académie, parce que souvent, avec la guerre à Gaza et ailleurs, cette question s'est posée à travers beaucoup d'académies et institutions d'enseignement supérieur, non seulement en Europe, en France, mais aussi à travers le monde entier. Et donc, la revue, le journal, a publié donc cet article la semaine dernière et ils ont demandé aux contributeurs de cet article et à leur réseau de bien vouloir le partager à telle et telle heure, un peu comme cette mobilisation dont on a parlé tout à l'heure, pour engendrer un meilleur impact à travers ces plateformes. Donc, j'espère que ça répond un peu à votre question. Et s'il n'y a plus de questions, on va donc terminer ce cours. Je suis toujours très bouche bée et très content de vous voir et de l'engagement motivé et vraiment durable à travers notre parcours et cheminement ensemble. Et soyez donc à l'écoute de mes messages sur WhatsApp. Je vais mettre en ligne donc la prochaine séance, la séance 9 prochainement et donc ce week-end. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions concernant donc les devoirs ou les exercices en ligne. Portez-vous bien et je ne sais pas si Madame la Présidente est encore en ligne. Sinon, si elle n'a pas un dernier mot, je vous souhaite une bonne fin de journée et fêtez bien avec la chère Présidente et les acquis qu'elle porte à tout moment dans sa vie. Au revoir à tout le monde et à la semaine prochaine.